Bonsoir. Coucou Jean-Michel. J'espère que vous allez bien. Coucou Stéphanie. Alors, j'ai vu Jean-Michel passer. Je vais aller le chercher. Hop. Valider. Et désolée pour les bruits. Ah, je vais reculer un peu. Ah, ça va? Ça va et toi? Ouais, je remets les petits réglages. On va laisser les personnes arriver. Coucou Pauline. Je Est-ce vais que mettre... tu penses que est-ce que tu penses que je mets un peu plus de lumière? Non, ça va. Enfin, Non, c'est ça bien. va? Non, non, Ok, c'est tout. parfait. Je vais juste mettre le titre. Hop, Oringa, tac. On va pouvoir commencer. Je vais l'épingler. Voilà. On vous laisse arriver tout doucement. On espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ah, il y a Marie Fascia. Il y a une experte de fascia avec nous. Excellent. Ah, il y a une sage-femme. Coucou Maro. Voilà, on vous laisse arriver. On espère que vous allez bien. Vous avez, comme d'habitude, la boîte à questions. Si vous avez envie de poser des questions, je pense que je vais essayer de laisser aussi que ça défile. S'il y en a, on verra à la fin. Et bien sûr, toujours les petits cœurs quand vous êtes super motivé, tout ça, et que ça vous parle. Coucou Mia. Et quoi d'autre? Et bien sûr, la petite flèche qui est juste là en bas si vous voulez envoyer, partager le live. Et le replay sera disponible. Je vais le laisser. Donc n'hésitez pas à commenter juste après le replay parce que souvent les personnes, c'est grâce à vous qu'ils comprennent de quoi on voulait parler. Donc ils se dirigent facilement plus pour aller voir un replay. Donc laissez des commentaires en dessous des replays, c'est vraiment un superbe geste pour notre travail et pour vous et pour les autres. Voilà. Alors, Jean-Michel, j'ai un petit texte à te proposer. Je vais te le lire et Ouais. merci pour les cœurs, c'est super gentil. Et du coup, ça va permettre d'ouvrir un petit peu notre bal d'échange. Alors, ce petit texte. C'est un texte de Bernie Clark, un yogi qui écrit beaucoup. Il a écrit un superbe livre d'ailleurs, qui a été traduit. Et ça dit la marche. La marche. Certaines personnes ont une démarche très caractéristique. Pensez à l'aplomb de John Wayne ou aux ondulations de Marilyn Monroe. En fait, nous avons tous une démarche unique. Du fait de la forme et de la largeur unique de nos hanches, de la longueur de nos jambes, de la taille de nos muscles, de la taille et du poids de notre corps. Nous marchons tous en mettant un pied devant l'autre, mais notre démarche est si unique qu'elle permet de nous identifier. Est-ce que ça te parle, ça, par rapport à ce dont on va aborder ce soir? Ouais, ça me parle. Je dirais même que au-delà de la configuration du squelette, il y a également nos habitudes et on le verra. Justement, ces fameux fascias se réorganisent en fonction euh, des contraintes entre guillemets qu'on leur impose. Hmm. Et donc, bien sûr que ça va jouer énormément sur nos façons de bouger et même tout simplement sur notre posture. Hmm. On en parlera tout à l'heure, c'est le principe de tenségrité. Excellent. Ouais, parce que du coup, il y a eu plusieurs études dessus qui en ont tellement parlé et on sait qu'il y a Thomas Meyers aussi qui a évoqué ça. Et en fait, moi, ce que je retiens souvent, c'est vraiment, moi, dans mon travail, c'est cette notion de proprioception et de nociception, donc le mouvement, la douleur que va venir intégrer ces fascias dans notre corps, avec toute l'histoire de dire que, en fait, ils vont à la fois permettre le passage de l'eau, capturer l'eau avec la forme éponge qu'ils ont. Je vais te laisser de ce fait te redonner ta définition des choses. Ce sera aussi plus facile pour toi pour aller vers les explications que tu as envie de nous donner. Et, euh, et on sait finalement qu'ils vont avoir des interactions avec tous les organes. Avant, on les minimisait énormément. Les chirurgiens ne savaient pas trop ce que c'était quand ils ouvraient. On n'avait même pas conscience de ça. Et de plus en plus, on commence même à se rendre compte qu'il y a qu'ils agissent au niveau neurologique, au niveau immunitaire, que voilà, un fascia peut rester complètement
enfin, inflammer et favoriser l'inflammation de l'ensemble de la zone qu'il protège et pas que, ils sont très liés. C'est Myers justement qui parle de cette notion de continuité, de glissement. On peut très bien avoir les fascias du dos atteints et avec un impact au niveau de la cheville, tout ça. Donc je trouve ça assez passionnant, à la fois moi en tous mes pratiques de massage, d'acupuncture, et enfin je trouve ça dingue. Est-ce que tu peux du coup nous redonner toi ta vision des choses que tu as compris et puis on va parler de comment est-ce que tu as cheminé avec tout ça pour ce que tu D'accord. proposes aujourd'hui. Alors, les fascias, au départ, c'est avant tout un tissu qui est composé essentiellement de collagène, mais pas que. Et au fur et à mesure des recherches et des expérimentations, on s'est aperçu que c'était un système. Il y a certaines personnes qui parlent même d'organe, Ouais. un véritable organe. Alors, la première chose qui a vraiment révolutionné un petit peu l'approche du corps humain, de l'activité physique, de plein de choses, c'est qu'on a remis en question ce modèle biomécanique qui nous faisait penser que le corps se reposait sur une structure rigide, qui est le squelette, et Mm. qu'on s'appuyait sur le squelette, les muscles, entre guillemets, s'appuyaient sur le squelette pour faire tenir le corps. En fait, on s'est aperçu qu'on ne tenait pas sur nos os et que ce squelette, il s'érigeait et il tenait justement grâce à un système assez complexe, un réseau assez complexe de tissus, donc ces fameux fascias, qui organisent des tensions, des compressions entre ces différents os pour nous maintenir en position debout. Autrement dit, si on supprime les fascias, eh ben notre corps s'écroule. Il tient pas debout. On ne tient pas sur on Squelette, tient quoi. C'est pas pas... sur notre squelette. Mm. Donc ça a été une révolution C'est clair. puisque après, ça a permis de comprendre qu'en fait, quel que soit le mouvement, quelle que soit son amplitude, quelle que soit la partie du corps qui se met en mouvement, en fait, ça va résonner dans l'ensemble du corps. D'accord. Mm. Ce Ouais. modèle de tenségrité, alors c'est dommage, je l'ai plus là en ce moment, je l'ai prêté. Ce modèle de tenségrité, il est souvent représenté par cette espèce de sculpture, entre guillemets, qu'on a déjà tous vu avec ces petits bâtons rigides Oui, qui oui. tiennent en, presque en suspension, entre guillemets, parce ils ne se touchent pas. Et c'est un Mm. réseau de câbles. Il y a même maintenant certains ouvrages de génie civil qui fonctionnent comme ça. Euh, et qui tiennent par des organisations de tension et de compression. Et on voit ces petits morceaux ces petites barres solides qui tiennent presque par miracle, entre guillemets, suspendues comme ça. Et en fait, c'est une très bonne représentation, c'est une très bonne représentation du corps. Mm. Et quand on prend une structure comme ça, il suffit de bouger Un élément. Mm. un petit élément de pousser, soit sur un câble, soit sur quelque chose de rigide, et on s'aperçoit que La tout le structure bouge. reste, tout le reste bouge. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà révolutionné l'approche du mouvement, et c'est quelque chose qui nous montre, qui nous démontre, si on a besoin encore de le démontrer, que le corps, en fait, est très, très intelligent. Ouais. Le corps est une machine merveilleuse, et en fait, ce premier système de tenségrité, il permet quoi? Il permet de répartir les contraintes de façon harmonieuse, plutôt qu'il y ait qu'une partie du corps qui prenne toute une contrainte. Ben, en Mm. fait, c'est l'ensemble du corps, donc les fascias, les muscles, Ouais, les les os, tendons, les ligaments, tout vont, ça. Mm. vont se déplacer et répartir les tensions de Mm. façon harmonieuse plutôt que de les stigmatiser sur, sur un seul endroit très précis. Donc ça, c'est quelque chose qui permet
protéger un petit peu notre corps, nos tissus, notre organisme. Et pour nous qui travaillons dans les activités sportives, dans les activités physiques, Mm. ça remet en question énormément de principes qu'on Ouais. pensait bons, parce que souvent les compensations naturelles du corps, Mm. je suis prof de coach fitness Le depuis yoga, fitness, ouais, un tu peu fais plus plein de de 20 choses. ans. Et on avait cette habitude de souvent figer un peu le corps, Oui. soi-disant pour le protéger et pour isoler un mouvement, etc. Il ne faut pas qu'il se répercute dans d'autres parties du corps. Et en fait, on est en train de se rendre compte que peut-être Ouais. on se trompe un petit peu et, euh, et que c'est peut-être mieux de laisser le corps vivre, tout simplement, sans essayer de tout intellectualiser. Et la plupart du temps, quand on le fait, ça se passe, entre guillemets, beaucoup mieux. Oui, ça c'est vrai que c'est des ça a remis, je pense, aussi en question beaucoup dans le yoga, par exemple, on sait qu'on va beaucoup dire aux personnes, tends ton bras comme ça, fais ton corps comme ça. Et je trouve que à la fois ça a valorisé cette pratique de yoga et à la fois ça a remis des points sur certaines choses que les personnes pouvaient ressentir ou qui étaient peut-être pas forcément validées parce que, comme tu disais, ça a été théorisé et donc pas assez bien compris. Il y a l'image aussi de pamplemousse que enfin, je sais plus, j'ai entendu parler de ça pour expliquer ce Ouais. que c'était le fascia aux personnes qui ne comprenaient pas exactement ce que c'était. Et je sais qu'il y avait j'ai eu des questions comme ça les gens m'ont de poser ces questions-là et je trouvais que c'était une bonne image en fait pour pouvoir vraiment voir un peu ce que c'était, comment est-ce que ça liait les tissus et puis comment ça pouvait être un peu plus dense à des parties du corps que à d'autres en fait. Et donc j'avais trouvé ça assez intéressant. Après il y a cette notion d'éponge aussi qu'on explique souvent, donc dire que c'est vraiment en lien avec la forme liée de l'eau qui va aller créer comme ça une espèce un tissu gélatineux, un petit peu, enfin, une pompe qui, plus ou moins, du coup, va pouvoir s'essorer ou pas. Et est-ce que soit cette notion-là, ça te parle, ça? Ouais, ça me parle beaucoup parce que le fascia, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit très hydraté. On le sait Mhm. depuis longtemps, hein, l'eau, c'est 70% de notre poids de corps, c'est important. Notre cerveau baigne dans un liquide qui est composé essentiellement d'eau. Nos organes, nos cellules, sans eau, il n'y a pas de vie, on le sait. En ce moment, il y a des expéditions sur Mars, etc. Ouais, Et on sait que la vie est conditionnée, en tout cas la vie comme on la connaît nous, même au niveau cellulaire, est conditionnée par la présence d'eau. tout à fait. Mhm. Donc le fascia, effectivement, c'est une structure au départ collagénique, donc essentiellement fait de collagène. Par contre, ça baigne dans ce qu'on appelle une matrice. C'est Mhm. entouré. Et effectivement, il y a de l'eau, alors sous forme libre et sous forme liée. Donc sous forme libre, bah, c'est l'eau qui circule dans le corps naturellement. Et sous forme liée, c'est effectivement ces espèces d'éponges. Alors le terme technique, on les appelle les protéoglycanes. Tout En à fait, fait. c'est des protéines qui ont un grand pouvoir de captation de l'eau. En fait, ils retiennent l'eau. Mhm. Ils retiennent l'eau. Alors, euh, pour vulgariser un petit peu les choses et puis pour que les gens se puissent se repérer un petit peu, la plus connue, c'est l'acide hyaluronique, Oui, c'est dont on ça. a tous entendu parler pour différentes raisons. C'est ce qu'on met dans les crèmes, par exemple, justement pour repulper la peau, Le parce Botox. que justement, ça permet de gorger notre peau d'eau et donc de la repulper. Pour les personnes qui ont un petit peu plus mon âge et qui ont peut-être eu des problèmes articulaires, arthrose, etc. L'acide hyaluronique, c'est ce qu'on injecte aussi dans les articulations, par exemple le genou, quand le cartilage commence à être fatigué, on commence à Mhm. avoir des Ça, douleurs c'est et en fait, hyper. relubrifier cette articulation et pour qu'elle fonctionne bien,
on lui réinjecte de l'acide hyaluronique. Donc, donc oui, cette notion d'éponge, elle est très importante parce que c'est ce qui va faire que nos fascias sont en bonne santé, Mm. vont rester élastiques Ouais. et vont permettre également aux structures de glisser les unes sur les autres et Mm. donc de libérer le mouvement. Donc c'est important. Alors par contre, euh, et j'aime bien cette notion d'éponge parce que comme ça on arrive on arrive à bien expliquer ce qui se passe. L'eau dans le corps est aussi un fluide qui va transporter des choses. Mm. Ça peut transporter des électrolytes, on le sait tous. Quand on boit de l'eau, s'il y a du magnésium dedans, ça va distribuer le magnésium dans l'ensemble du corps. Mais ça a aussi une fonction d'élimination un petit peu de Oui, tout à tout ce qui fait. est déchets métaboliques, etc. Donc cette eau, elle est retenue par ces fameuses protéoglicanes au niveau de nos fascias. Donc c'est bien, mais il faut la renouveler également. Oui, c'est là Si que on le a une challenge éponge, commence. si on a une éponge qui est gorgée d'eau et qu'on verse de l'eau dessus, l'eau ne rentrera pas. Mm. Ça, on en est tous d'accord. Et on a besoin de renouveler cette eau. Et donc, on la renouvelle essentiellement au niveau des fascias par des actions mécaniques extérieures, des contraintes mécaniques extérieures, qui peuvent être des compressions, Mm. qui donne ce qui a donné naissance à cette mode de l'automassage, par exemple, Tout à fait, bah ou, oui. ou cette qui est un dérivé pour ceux qui connaissent, du rolfing. Le rolfing, c'est une méthode où on va faire des pressions très fortes et très lentes Mm. sur des parties du corps. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on presse cette éponge qui Ouais. va du coup expulser l'eau. Et Mm. quand la pression s'en va, l'éponge se regonfle et se regonfle d'eau que j'appellerais neuve, entre Mm. guillemets. Alors, les compressions fonctionnent, les tractions fonctionnent également, parce que quand on va tirer sur quelque chose, ben, ça le rend un petit peu plus fin, et donc on arrive à expulser l'eau. Euh, et bien sûr, les torsions, qui sont peut-être à mon sens, les actions Mm. mécaniques C'est clair. les plus efficaces Ouais. sur ce renouvellement, puisque vous pourrez faire l'expérience, vous prenez une éponge, vous la pressez dans votre main, vous la relâchez, elle va être encore un petit peu, il va rester de l'eau dedans. Vous Ouais. l'étirez, elle va se vider un petit peu, mais il va rester de l'eau dedans. Par contre, Mm. quand vous la tordez, Ouais. euh, on expulse beaucoup plus d'eau et donc on renouvelle beaucoup plus facilement l'eau. Mm. Les personnes alors moi ça m'est arrivé quand j'étais gamin en vacances en camping de laver mon linge dans un espèce de lavoir à l'ancienne Oui. et bah, bien sûr le linge on les sort plus en faisant ça que Oui. simplement en le comprimant. Donc Et voilà. c'est ça je trouve que c'est ça qui est assez intéressant parce que du coup, ça explique les effets du yoga parce c'est une discipline, on a beaucoup de torsions. Enfin, on peut vraiment aller chercher des torsions et ça explique pourquoi les torsions vont être assez efficaces. Et je trouve que ça explique aussi pourquoi la sédentarité chez des personnes qui sont fatiguées ou qui ont des pathologies, des maladies. Je pense à la fibromyalgie, j'ai eu plein de questions dessus. Ça va expliquer pourquoi, en fait, si on reste sédentaire et on ne fait pas des mouvements et qu'on en fait peu, mais qu'on choisit les bons, on va pouvoir aller vers ce type de mouvements, en fait, qui vont vraiment aller travailler sur sur ce côté d'essorer, mais d'aller dans la torsion et puis travailler sur cet axe vertébral parce qu'elle est finalement très liée avec l'ensemble du haut et du bas du corps, je pense. Donc, Exactement. Alors, là, il y a déjà beaucoup de choses. Alors, bien sûr que la première chose, c'est dès qu'on va exercer, mettre nos fascias en tension, en compression, en torsion, etc., on va favoriser cette réhydratation qui va nous permettre d'avoir des fascias plus élastiques, qui va permettre un meilleur glissement, puisque cette matrice, elle est essentiellement là pour
faciliter ces glissements. Après, il y a une deuxième chose, il y a des cellules à l'intérieur des fascias qu'on appelle les fibroblastes. Tout à fait. Euh, ces cellules, comment je pourrais dire ça, auto-régénèrent un petit peu les fascias, Mm. mais de façon intelligente. C'est-à-dire elles vont sécréter différentes molécules en fonction de ce qu'elles ont vécu. On revient Mm. un petit peu sur ce côté intelligence naturelle du corps. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces cellules, elles sont également très sensibles aux contraintes mécaniques extérieures, dont on a Mm. parlé, torsion, etc., etc., mais également aux directions de ces contraintes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fascias sont en perpétuel renouvellement et réorganisation. En fait, c'est presque une toile vivante. Si on les regarde, c'est tout le temps en train de bouger. Il y a des petits filaments qui se cassent, puis qui se réassemblent un peu plus loin, etc., etc. Et en fait, ça se fait en fonction des mouvements On fait. Mm. et des directions qu'on fait. Et Donc, notamment la donc pratique de sport. pour cette sédentarité, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on ne bouge plus, bah, ces cellules n'ont plus cette information que le fascia, il faut le garder, par exemple, élastique. Mm. Donc, elles vont moins bien gérer cet équilibre, parce qu'il y a du collagène, bien sûr, qui est responsable de la solidité. Alors, c'est un Mm. petit peu extensible quand même, le collagène, hein, mais ça a ses limites. Il y a de l'élastine qui va nous donner justement cette élasticité, et après, c'est protéoglycane dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, quand on ne bouge plus, il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple, sur des gens dont on a plâtré le bras. Et on a fait des échographies pour voir l'évolution de leur fascia, de la structure et de l'organisation des fascias. Et en fait, ce qu'on a montré, ce qu'on a vu, en fait, c'est que l'immobilisation faisait qu'à un moment donné, ce réseau de fascia devenait complètement anarchique, Ah, mais c'est clair. très fibreux, donc surproduction de collagène, Ouais. moins d'élasticité, moins d'hydratation. Et du coup, plusieurs paramètres qui vont entraver notre mouvement. Ouais. Donc, Mais est-ce que tu es en train de dire là, parce que juste pour comme on avait l'axe yoga et l'axe sport, je trouve que ce que tu dis justement par rapport à la sédentarité qui peut concerner beaucoup de personnes, notamment avec cette période qu'on traverse, il y a aussi la notion de faire des mouvements dans le même sens. Donc une personne par exemple qui va, enfin j'en sais rien, toujours avoir une pratique, par exemple de course à pied, on est toujours dans cet axe avec son corps, on n'est pas en train d'utiliser tous les axes corporels, mais en fait finalement ce que j'ai aussi trouvé qui a été prouvé, c'est que ces personnes-là entretiennent un même type tissulaire et que finalement le fascia il va développer des adhérences en lien avec cette pratique qui est enfin, pas figée mais qui est que dans un axe et on retrouve aussi ça avec la sédentarité mais là c'est un peu plus général puisque c'est l'ensemble du corps qui n'est plus en mouvement donc beaucoup plus délétère en fait. Donc je trouvais ça exactement. intéressant. Le mouvement est important pour entretenir la santé de nos fascias, mais maintenant, on sait qu'il faut aller plus loin et c'est la variété du mouvement et la variété des amplitudes, voire même des vitesses de mouvement Tout à fait. qui vont permettre d'avoir des fascias complètement fonctionnels. Si effectivement, et c'était mon cas avec des sports pratiqués de façon intense avec le haut niveau, euh, et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres cas, toutes les personnes qui ont des mouvements répétitifs au travail. Ils Tout à développent également des pathologies, ce qu'on appelle des TMS, hein, troubles musculaires squelettiques, fait. Ouais. douleurs chroniques. Pour moi, c'est la même chose. Et, euh, et en fait, oui, à force de faire le même mouvement, on va organiser nos fascias que dans une direction, plus dans l'autre. On va, entre guillemets, on va désorganiser l'harmonisation de ce système.
Donc, l'idée, c'est d'avoir une variété de mouvements importante. L'idée, c'est d'avoir une variété d'amplitude importante et également une variété de vitesse d'exécution Ouais. différentes et nos fascias vont s'adapter à ça. Par exemple, des athlètes de haut niveau sur des disciplines qui ont besoin d'explosivité, d'élasticité. Je parle par exemple d'un sprinter de 100 mètres. Il va se reposer énormément sur l'élasticité De ces... de ces tissus. Et c'est pas l'élasticité musculaire. On pensait que c'était l'élasticité musculaire. Elle a très peu à voir dans la performance. Par contre, cette élasticité des fascias, si elle est sollicitée et si elle se développe, va améliorer, entre guillemets, nos qualités de, ce que je pourrais dire, de rebond, par exemple. Et donc, il y a des pratiques sur les fascias où on va travailler sur des mouvements qu'on pensait presque bannis de nos pratiques. C'est tous ces mouvements balistiques avec qui utilisent justement cette élasticité. Donc, on va aller chercher des mouvements assez rapides, sans forcer, juste laisser faire cette qualité. Et on le sent, hein. Il y a une Ouais, espèce d'élastique qui se tend et qui ramène. Et donc, ce qui montre bien que nos fascias vont s'adapter vont s'adapter aux contraintes qu'on leur impose. Alors, pour le commun des mortels, si on n'est pas athlète de haut niveau, parce qu'on le sait maintenant, hein, c'est bien, le sport de haut niveau, c'est bien, mais c'est pas la santé. Si ce qu'on cherche, c'est plutôt la santé et le bien-être, moi, ce que je recommande, c'est de varier les activités et de bouger énormément, et surtout quelque chose qui me tient à cœur, c'est de retrouver ces fameux mouvements en 3 dimensions ouais, c'est ça. qui nous manquent énormément maintenant parce qu'on nous installe dans un confort qui n'en est pas un, hein, en tout cas qui ne correspond pas à nos besoins physiologiques. C'est que maintenant on travaille, enfin on bouge essentiellement en 2 dimensions parce que le confort fait que ça se passe soit devant, soit un petit peu sur le côté, mais on n'est plus jamais dans des mouvements où on va allier une torsion avec une flexion ou une extension, etc. Et il y a même eu des périodes, moi y compris, hein, où en tant que coach, on évitait ces mouvements. On pensait que c'était pas bon. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que, eh ben, certainement on faisait un peu de dégâts, et ce qui explique aussi pourquoi la pratique fitness, par exemple, a créé autant de pathologies derrière. Toutes les Ouais. personnes, ça fait longtemps que je suis dans cette activité, toutes les personnes que je connais et qui étaient là au début de ma carrière, entre guillemets, il y en a plus beaucoup qui sont En selle. en bon état, entre guillemets. Mais du coup, moi, c'est ça qui est quand même aussi intéressant dans ces deux axes-là. Tu vois, moi, je courais beaucoup avant parce que c'était pour mon petit plaisir. Je faisais mes 17 kilomètres tranquille, sans chercher une complète quoi que ce soit. Et après, j'ai eu donc mon lupus qui est arrivé. Ma pratique sportive a changé. La fibromyalgie et donc j'ai aussi, enfin l'endométriose était aussi là. Donc vraiment des pathologies, tu vois, inflammatoires. Et j'avais du mal à me dire qu'en fait, la course à pied, tout ce que je faisais, parce que ça me faisait du bien, hein, enfin, et pouvait avoir un effet, même si j'avais des connaissances sur le stress oxydatif, tout ça, je n'arrivais pas à le mesurer, tu vois. Et je trouve que on met, enfin, plusieurs, enfin, à souvent faire du sport à fond, machin, tout ça, et qu'on ne mesure pas l'impact. Enfin, des médecins en parlent, les chercheurs, comme justement aussi. On ne mesure pas que tout mouvement en fait a un impact sur notre corps. Et je sais que c'est quand j'ai eu ma poussée de lupus que j'ai dû, tu vois, j'avais pas le choix. De toute façon, j'étais en poussée carabinée. Je me levais 2 fois par jour. Et quand j'ai commencé à me remobiliser, à comprendre les choses et que ma pratique de yoga, ce que j'enseignais aussi a changé,
En fait, j'ai expérimenté et donc là, tu pourras aussi nous en parler parce que tu fais beaucoup de sport et que tu accompagnes les gens dedans et que c'est aussi, enfin, je trouve que c'est important qu'on passe aussi ce message-là. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, en faisant une pratique de yoga, l'impact que j'avais dans mon corps n'était pas du tout la même et la fatigabilité qu'en faisant, tu vois, une pratique de RPM, de cycling en salle ou un petit peu de course à pied depuis que j'ai été en fait malade. Et je me suis rendu compte que justement, la pratique de yoga allait me fatiguer plus. C'est ça qui est dingue. Mais en plus, je ne fais pas un yoga, tu vois, c'est pas l'ashtanga ou du vinyasa. Mais en faisant justement une pratique de yoga plus lente, à ma manière, de feignasse, tout ça, et ben, j'étais cramée, tu vois. Et je pouvais aller en salle, me farcir un cours avec toi à fond et aller courir derrière 20 minutes, faire du rameur un quart d'heure. Bof, pas de fatigue, tu vois. Et la récupération, pas du tout pareil. Et en fait, en prenant conscience de ça, je me suis dit, mince, en fait, même mes cours, je peux pas enseigner pareil. C'est plus possible parce que du coup, tu as un côté où tu vas aller guider dans un état méditatif corporel une compréhension de ce qui se passe, un côté où tu vas l'enseigner pour que la personne aille dans l'axe du corps que tu souhaites proposer et surtout la récupération. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tout se joue là. Est-ce que, pour moi, pour qu'une personne comprenne l'impact de ses fascias et le côté peut-être un peu délétère de sa pratique, passe par le repos. Enfin, je fais ma pratique, j'attends, et 2, 3 heures pour voir un peu comment est-ce que ça se passe dans mon corps, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses toi de Alors, moi maintenant, je sais, alors par expérience et puis après avec des échanges, etc., qu'il y a, à mon sens, aucune pratique qui est complète et qui se suffit à elle-même. Ça, c'est le premier enseignement. Euh, alors, j'étais assez surpris parce que sur des pratiques comme le cyclisme ou la course à pied ou des choses comme ça, on se doute bien que c'est pas quelque chose de complet ou si on joue au tennis, c'est complètement asymétrique. On se doute bien que c'est pas complet. Moi, mon parcours a fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé au yoga parce que justement, ce sport à outrance qui, du coup, me plonge comme un travailleur à la chaîne dans des mouvements répétitifs, à créer des déséquilibres et du coup des douleurs hein, derrière, bien sûr. Donc je me suis intéressé au yoga en me disant bah ça va être une façon de m'étirer, de libérer mes tensions, etc. Et donc j'ai pratiqué avec Philippe Amar, qui est un studio de yoga Iyengar à Lille, un très très bon coach yoga, et qui m'avait très surpris parce que on le sent très impliqué dans sa pratique, etc. Et c'est lui une fois qui nous avait dit, mais même le yoga n'est pas complet. Et par Ouais, exemple, donc il nous avait dit, par exemple, il y a très peu d'actions où on tire en yoga. c'est On clair. pousse beaucoup, on ne tire pas. Et donc, il nous avait dit, quelle que soit la pratique, donc il était parti de cet exemple-là du yoga, et il nous avait dit derrière, quelle que soit la pratique, vous devez avoir du recul, de l'intelligence par rapport à ça, et de vous dire, OK, je sollicite mon corps de telle façon, de quoi j'ai besoin Pour pour compenser. retrouver cet équilibre. Par Tout à fait. exemple, le cyclisme, ça a été mon cas, position très fermée, C'est donc clair. avec des fléchisseurs de hanches souvent en souffrance, le dos plus ou moins arrondi en fonction de la souplesse, mais très figé. Mhm. En plus, on a eu une école à un moment donné au niveau du vélo où on nous disait que plus on était immobile en haut, plus on allait transférer de Le poids force en lourd. bas. Alors que Ouais. le corps, il a besoin de vivre un petit peu. Maintenant, on laisse revivre un petit peu le bassin. Alors, pas de façon exagérée, bien sûr, mais on laisse revivre un petit peu le bassin et l'ensemble du dos pour accompagner le mouvement et justement pour, comme on l'a dit tout à l'heure sur le principe de tenségrité, de redistribuer un petit peu ces tensions dans l'ensemble du corps. Et tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais tenségrité, c'est une contraction de tension et intégrité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est gérer des tensions
pour garder l'intégrité de notre corps. Donc, si j'ai un conseil à donner sur les pratiques sportives, c'est à un moment donné analyser votre pratique et ou vous pouvez vous faire aider, hein, parce que c'est pas Je pense que forcément. c'est mieux de se faire. Moi, je conseille souvent aux personnes de se faire aider parce que tu vois, quand tu es en train d'en parler, moi j'ai par exemple, je sais qu'il y a une personne qui parlait de la fibromyalgie, j'ai des gens qui viennent, enfin j'ai de la fibromyalgie, il faut que je veux faire du yoga, je veux faire du yoga. Mais en fait, quand tu prends déjà le temps de poser la question sur le comment est-ce qu'ils sont au quotidien, comment ils se déplacent, quelle est la démarche qu'ils ont, tout ça, tu te rends compte que finalement tu peux pas leur dire parce que des personnes de fois me disent oh je vais aller faire du yin yoga, on m'a dit que ça va m'aider. Et là, je leur dis, bah non, parce que du coup, si tes fascias sont très fibreux et que tu restes longtemps dans une posture, bah tu es en train de renvoyer encore une information de stress au corps avec ce réflexe myotatique. Et c'est très compliqué parce que ce qui est souvent véhiculé, c'est, ah ben on m'a dit de faire du yoga doux, le yin yoga c'est doux, donc je vais faire ça, je vais rester 5 minutes, 7 minutes avec dans les tissus pour les libérer, alors qu'il y a déjà, comme on expliquait là, cette reprise en mouvement, en conscience aussi du corps, avec des petits mouvements. Tu parlais vraiment de progression et je trouve que à côté de ce mot progression, il y a vraiment lenteur qui est hyper important. Ça rejoint aussi, je sais plus qui va poser la question là, Mia, par rapport au fascia des adhérences, mais c'est hyper important de remettre un mouvement lent, enfin coordonné avec la respiration pour aller chercher ces tissus et surtout ces sensations parce que on quitte d'un état figé pour avoir un énorme étirement. Enfin, je pense que les informations de proprioception envoyées au cerveau sont pas du tout adéquates, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais C'est le principe d'adaptation à nouveau. On en a parlé tout à l'heure, hein, ces fameux fibroblastes qui sont la cellule mère entre guillemets du fascia. Elle va s'adapter en fonction de ce qu'elle vit et gérer ses sécrétions de collagène, d'élastine et de protéoglycane en fonction de ce qu'elle vit, etc. C'est la même chose pour les activités physiques et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de pathologies sur les personnes qui reprennent le sport après une période d'inactivité parce qu'à un moment donné, il faut laisser aussi le temps au corps de se réadapter. Et donc, effectivement, moi, je suis plutôt un adepte du mouvement lent, au moins au départ, ouais. rétablir déjà un petit peu, commencer à remettre un petit peu ces fascias, ces tissus avec des contraintes qu'on va pouvoir beaucoup mieux contrôler dans la lenteur, puisque notre perception, elle va être beaucoup plus fine dans la lenteur que dans la vitesse. Et donc, on saura s'arrêter au bon moment. Et puis, tout doucement, ça va permettre à nos fascias de peut-être se renforcer un peu s'il y a un manque de collagène, de peut-être être un peu plus élastique s'il y a un manque d'élastine, etc. Et après, tout doucement, on va pouvoir venir, tout à l'heure, quand j'ai parlé des mouvements balistiques, qui sont une des façons d'entretenir les fascias, attention, ne le faites pas si vous sortez de 5 ans d'inactivité, ne commencez pas par des mouvements balistiques, parce que là, vous allez tout déchirer, par contre. Donc, oui, il y a ce côté Progression lente. progressivité qui va permettre au corps de se réadapter, de se reconstruire. Même quand on travaille sur les fascias, qu'est-ce qui se passe quand on leur met des petites tensions, etc., quand on tire dessus, on va créer des espèces de petites lésions, en fait, et pour que notre corps ne revive pas ça, il va se reconstruire derrière, se réparer, et de façon adaptée par rapport à ce qu'il a vécu avant. Ouais. Et donc, il va devenir plus élastique, peut-être un peu plus résistant, etc. Donc voilà. Et après, moi, il y a quelque chose aussi, même si je le bannis pas, il y a quelque chose maintenant, qui m'interpelle énormément, c'est puisqu'on parlait du yin yoga tout à l'heure. Alors, je dis pas que c'est pas bon, hein, parce que Si, c'est pareil. Moi, je valide, hein, mais il y a je pense quelque que chose il y a des d'intéressant dedans.
Par Ouais. contre, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a aucune pratique qui se suffit à elle-même. Et le Mm. problème de l'étirement passif, alors déjà, rien qu'au niveau des fascias, c'est qu'il n'y a pas une action volontaire. Et donc, on va avoir beaucoup moins de facilité à réorganiser les forces et le Mm. réseau de fascia pour que les forces se transmettent bien. D'accord? Mm. Parce que ça va être passif et que ça correspond pas, peut-être pas à une façon de bouger ou à un mouvement. Alors que Mm. quand on fait quelque chose d'actif, Mm. le fascia va s'habituer à ce mouvement et se réorganiser pour que les forces se redistribuent harmonieusement dans ce mouvement. Et puis surtout qu'on sait que c'est un tissu continu, qu'en fait là c'est des glissements, donc on sait que c'est des glissements. Donc à partir du moment où on est statique et qu'en plus de ça on a une pathologie qui nous met en mode statique, ben on est justement en train de dire ce qu'on disait tout à l'heure avec celui qui fait des mouvements répétitifs de sport ou dans son travail, on est en train d'entretenir encore quelque chose enfin, qui n'est pas très bon pour enfin, la physiologie de l'organisme. Donc, c'est vrai que Exactement. moi, enfin, je te rejoins beaucoup dans cette notion de lenteur, là, pour les personnes quand on est fatigué, et de vraiment expérimenter. Moi, je dis souvent aux patients de prendre, voilà, 2 après-midi et d'expérimenter récupération après le sport et sans sport. Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant derrière cette notion de lenteur avec les fascias, c'est que quand on prend le temps de se mobiliser, d'aller chercher ces glissements. Ben, en fait, on le ressent dans les intestins, comment ça bouge. On ressent vraiment comment l'impact du dos quand on a tourné et que voilà, ça va jouer sur la jambe, l'intérieur de la cuisse. Et ça, pour celles qui ont été opérées, qui demandaient quand on a sectionné les fascias, c'est hyper important. Et on va pouvoir remettre comme ça le système parasympathique en place rapidement avec des ballons, des soupirs. Et donc là, le corps rentre en régénération. Et je trouve même que de mettre ces pratiques-là pour celles qui ont été opérées, de faire une bonne petite pratique, ensuite d'aller voir son thérapeute, ça devient hyper intéressant pour lui parce que les tissus sont disponibles, vous êtes présente, présent. Et on sait que les fascias, moi ça m'a aussi, moi je pratique l'acupuncture et quand ça a permis de prouver que tu vois l'acupuncture marchait parce que quand on posait les Exactement. aiguilles, on voyait que les fibroblastes étaient en mouvement et que ça enclenchait ce glissement sur plusieurs parties du corps, pas que là on avait posé les aiguilles. Et je me dis, mais enfin, c'est des données toutes qui paraissent accessibles justement, je trouve, à tout le monde, mais on n'arrive pas à être dans la lenteur, on n'arrive pas à sécuriser ça. Et tu vois, enfin, c'est un peu compliqué, non? C'est un problème de. Alors, cette lenteur, pour moi, avant tout, c'est un problème d'habitude de vie, déjà, hein, parce on n'a plus l'habitude de faire les choses lentement. On a l'impression qu'il faut toujours aller vite. On avait eu on a eu des périodes où on avait des grosses expressions. Le temps, c'est de l'argent, il faut aller vite. Enfin voilà, c'est des choses. On est en train de revenir un petit peu en arrière, hein, parce qu'on arrive aux limites de tout ça et tout le monde le ressent, bien sûr, hein, que cette vitesse partout, etc., est pas bonne, ces sollicitations permanentes sont pas bonnes. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'est plus habitué à ça. On n'est plus habitué à ça. Et la deuxième chose, c'est que par ces nombreuses sollicitations extérieures, les écrans, les téléphones, il y a toujours quelque chose qui se passe maintenant dans la vie. On éduque aussi nos enfants de cette façon-là. On a toujours peur qu'ils s'ennuient. Ouais. Il faut toujours leur trouver une activité, etc. Euh, et en fait, ça détourne un petit peu notre esprit et ça nous déconnecte de nous-mêmes. Et dans la lenteur, on se reconnecte à nous-mêmes et ben, ça peut faire peur aussi. Parce qu'en fait, ça remue un petit peu, hein, émotionnellement, ça remue énormément. Euh, Moi, je pratique et j'enseigne en ce moment beaucoup le Safe Floor. Et je m'aperçois, outre les résultats, je dirais plus physiques que je vois à l'œil, hein, les gens qui se délient, les élèves qui se délient, les spirales qui s'approfondissent, etc. C'est, mais c'est surtout que j'ai
régulièrement des élèves qui pleurent en fin de séance ou au milieu de la séance, parce que cette reconnexion à soi, à ses sensations, etc., bah, ça remue un petit peu. Et en plus, ça nous permet en plus de revenir sur notre sujet du jour. On sait maintenant que les fascias sont très innervés. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est un système structurel, comme on en a parlé, hein, qui permettent d'unifier l'ensemble du corps, les organes, etc., et d'harmoniser tout ça. Mais c'est aussi, maintenant on le sait, peut-être le système qui véhicule le plus d'informations dans Ouais. notre corps Et dans au les niveau, traumas, parce qu'on au l'a niveau évoqué, tu sais. proprioceptif, au Voilà. niveau émotionnel, etc. Exact. On a Ouais, montré maintenant que les fascias pouvaient se contracter avec du stress, ouais. avec un stress émotionnel. Donc un stress répétitif va agir de la même façon que un mouvement répétitif, par exemple, et on va avoir des fascias qui vont se scléroser, se déshydrater, adhérer, etc. Et, euh, Et voilà, et quand on travaille dessus, parce que moi je suis convaincu que, et c'est le principe de toutes les pratiques un petit peu somatiques, c'est que il y a des allers-retours hein, entre le corps, le cerveau, émotions, etc. Et c'est pas tout le temps le cerveau qui descend l'information au corps. Et en fait, quand on arrive à faire bouger un petit peu ces fascias, et du coup dissoudre un petit peu ce que j'appelle ces mémoires inconscientes, c'est-à-dire ces espèces de contractions de fascia qui sont plutôt dues à des Réflexe, phénomènes émotifs. Et bah ben oui, quand on les libère, ça renvoie des choses au cerveau qui font qu'on est un petit peu remué aussi. Et c'est ce qui est passionnant aussi avec ces fascias, c'est que on est en train de voir qu'il y a une étendue de recherche pour l'instant, ça reste des hypothèses, mais des, ça commence à aller très, très, très loin. J'ai vu la semaine dernière qu'il commençait même y avoir des recherches très importantes sur la prévention et le traitement de certains cancers ouais. par de la part de la thérapie faciale. Ouais, et c'est vrai que tu vois, on se rend compte que des fois, quand on parlait là des mémoires émotionnelles, tout ça, quand tu prends par exemple une maladie, des personnes qui ont des douleurs chroniques sans, tu vois, sans lésion tissulaire avérée ou enfin une douleur idiopathique ou la fibromyalgie, c'est passionnant de dire mais le tissu, le muscle qu'on va sentir, en fait, on va te dire mais il n'y a rien, au bilan sanguin, mais en fait on ne trouve pas, et que en fait ces tissus-là finalement, ces fascias vont être impactés. Et moi, j'avais lu une étude dessus où on parlait, je pense que c'était sur des animaux, comment la différence qu'il y avait dans la récupération de la cicatrisation entre un animal qui avait été blessé et qui restait en mode patapouf et celui qui était en train de s'étirer, comment est-ce que la cicatrisation, elle allait être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et tu parlais du fait que quand on stresse, on sent qu'on se contracte, tout ça, et qu'on se relâche. Moi, j'ai fait l'expérience j'ai souvent dans mon cadre de soins, il y a les massages parce que j'estime que justement, quand je suis massée, ben, j'ai pas le choix, je dois lâcher, enfin, j'ai pas le choix, je lâche et quelqu'un prend en charge mon corps et que si je me mets vraiment dans mon ressenti, ben, en fait, je participe aussi à ce mouvement et on sent les tissus se relâcher ou pas. Et donc, j'ai fait plusieurs fois l'expérience pendant les massages de me mettre à penser à quelque chose qui m'avait contrarié. Mais moi, je trouve ça passionnant, quoi, parce que, en plus, quand la personne, t'as l'habitude, c'est ton cadre de soins et que la personne, elle te connaît, ben, elle va tout de suite, moi, ça me fait trop rire. C'est, mais arrête, décontracte, décontracte. Et moi, je sais très bien que t'es en train, tu vois, de penser. Et je me dis, ah, bah, c'est là que ça réagit quand je pense à ce truc. Ah, bah, c'est là que ça réagit quand je pense, donc, des fois, je me fais des petites expériences comme ça et je conseille ça aux personnes parce que des fois, on se rend pas compte quand tu dis à quelqu'un, bah, lâche prise, bah, je lâche prise. Bah, non, tu lâches pas. Enfin, ton corps, il est comme ça. Et d'aller se faire masser, enfin, je dis souvent à mes patientes au moins 1 heure et demie
et on sent, on voit où on contracte et on sent comment on compense. Et je trouve que ça n'a pas de prix, tu vois, pour accompagner justement ces tissus conjonctifs là, qui sont très précieux, quoi. Ouais, c'est le. Maintenant, on pense que cette expression mémoire du corps, etc., elle est essentiellement présente au niveau de nos fascias et pas de nos muscles. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est phénomène de douleur, par exemple, euh, viennent probablement essentiellement des fascias et pas des autres structures. Il y a des expériences qui ont été faites en stimulant, en stimulant des fascias et des fibres musculaires et les réponses euh, électriques, donc les signaux nerveux, sont beaucoup plus importants quand on stimule un fascia que quand on stimule une fibre musculaire. Donc, Ouais. voilà. Après, on sait que les fascias sont beaucoup plus riches en terminaisons nerveuses et en nocicepteurs en particulier que les fibres musculaires, etc. Donc même si ça reste encore beaucoup à l'état d'hypothèse, il commence à y avoir énormément d'informations qui font que voilà, on se dit ces fascias, c'est quelque chose de révolutionnaire et qui est temps qu'on les prenne en compte. Ça Mm. représente, euh, ça représente chez un adulte de poids moyen, ça représente 20 kilos, Ah, l'ensemble des c'est fascias. mm, mm. Donc, donc ouais, c'est quelque chose d'important et dont on en a parlé beaucoup au niveau du mouvement, au niveau des muscles, etc. Mais on sait maintenant que ça joue énormément aussi au niveau des organes, ça enveloppe les organes. Oui, tout à fait. Euh, et même chose autour de l'organe, si ce fascia se déshydrate, se raidit, etc. Eh ben, ça va perturber le fonctionnement de ces organes parce que ça va perturber déjà la circulation du sang au niveau de cet organe. Euh, et donc, ça va le déréguler, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que le champ d'investigation, C'est immense. il est incroyable et on a énormément d'espoir sur beaucoup de pathologies qu'on a du mal à comprendre. Tu as parlé tout à l'heure de fibromyalgie, il y a l'endométriose, etc. Oui, ouais. On commence à se dire, c'est marrant, il y a quand même des petites choses qui se ressemblent, en tout cas qui font écho. Ces fameux fascias, quand ils sont pas sollicités et qui surproduisent du collagène et qui se Ouais. désorganisent et qui sclérosent Et un des petit peu adhérences, ouais. Et le on voit, hein, mouvement, tu vois, etc. Bah, c'est ce qui se passe au niveau de l'endométriose avec ce tissu qui vient cannibaliser un petit peu tout autour et dans- qui limite le mouvement et qui limite les échanges et qui produit au bout d'un moment de l'inflammation. Ah mais oui, et tu vois, quand on parle là d'endométriose, on ne sait toujours pas comment les adhérences vont. On sait qu'il y a voilà des produits, on ne sait pas trop, mais c'est une maladie, enfin pas passionnante, mais tu te dis mais là les fascias, ils arrivent à, comme tu disais, à produire l'inflammation, c'est juste un truc de, enfin c'est incroyable quoi. Et Mhm. il y a Samuel Hurtado qui nous dit le yin est l'éloge de la lenteur, il faut juste l'envisager différemment de la forme de transmission purement passive. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce qu'on disait avec Jean-Michel, Samuel, il est ostéopathe. Donc je pense que oui, ces pratiques ne doivent pas être en mode on reste et enfin, on se comprend. Donc merci de le dire parce que nous on est complètement en accord avec ça et enfin, moi je trouve que oui, c'est super. C'est une bonne pratique, mais voilà, c'est vraiment la forme de transition. Alors, on me demande si les enfants peuvent aussi pratiquer. Donc on va parler du self flow. Alors parce qu'il y a eu plein de questions. Ok, bon, il y a plein de questions. Ah oui, ça va, ça répond. Il y a des gens qui ont répondu derrière. Ok. Tac, tac, tac. Cristallisation de nos émotions. Alors, quand on parle du coup de cristallisation de nos émotions, c'est la vitalité de nos fascias que nous impactons. Alors, plus ou moins, c'est plusieurs choses qui vont intervenir. On parlait des organes, tu vois, par exemple, dans l'acupuncture, on va te mettre l'organe
l'organe son méridien, et le méridien, il n'est pas forcément là où l'organe il est, mais le travail sur la ligne du méridien viendra impacter sur l'organe et donc les notions associées. Et donc finalement, oui, les fascias vont jouer dedans parce que des fois, l'organe, on va te dire, c'est des gens, par exemple, on leur dit, bah, il y a plus de douleur. C'est des gens, on va dire, il y a plus. Ce qui vous faisait mal, on l'a enlevé. Il y a plus rien. Et en fait, il va y avoir des créations de douleurs neuropathiques comme ça qui vont s'installer. Il va y avoir la mémoire aussi cérébrale qui va se mettre en place. Et c'est de tout ça qu'on essaie de vous parler en fait avec Jean-Michel. Pas juste de dire que il n'y avait pas les fascias, oui, on s'en rend compte qu'ils sont hyper importants. Donc les massages vont être hyper importants, cette mobilisation dans les axes. Pas parce qu'on m'a opéré de l'épaule que je ne vais plus pouvoir bouger l'épaule, mais est-ce que je peux aller chercher ces mouvements, comme le disait justement Jean-Michel. Voilà. Et donc toi, avec toute la pratique de sport, c'est le yoga, et puis là, grosse découpure d'enseignement parce que tu pratiques, tu enseignes, et ça que je trouve qui est bien quand on fait de sa douleur, de ses douleurs, parce que c'est de tes douleurs que tu as découvert le safe flow. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as mal et tu te dis mais c'est pas possible, je peux être avec cette douleur mais autrement. Qu'est-ce qui s'enclenche pour que tu découvres cette pratique et qu'aujourd'hui tu vas maintenant travailler avec moi pour accompagner les femmes qui ont l'endométriose avec cette pratique de safe flow? Alors, en fait, la première chose déjà, c'est que très jeune, avec justement ces entraînements, etc., j'avais déjà compris, ou en tout cas, je me doutais que le corps, l'organisme avait une capacité d'adaptation extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est le principe de l'entraînement, hein. On soumet l'organisme à une charge. Derrière, il va récupérer, si on le laisse récupérer en tout cas, il va récupérer et s'adapter de façon à mieux supporter cette charge. Et progressivement, on augmente les charges d'entraînement et on devient de plus en plus performant. Donc ça, je l'avais compris, je le vivais. Sauf que je le vivais que dans un esprit de performance. Et comme j'étais dans des sports plutôt d'endurance, course à pied, puis cyclisme après, moi, ce qui m'intéressait essentiellement, c'était de développer mon moteur. Donc, euh, donc voilà, la pratique de l'athlétisme, puis du cyclisme ensuite, geste très répétitif, le cyclisme encore plus que la course à pied. On fait que des douleurs sont apparues et qu'à un moment donné, c'était presque un point de non-retour puisque au-delà une heure et demie de vélo, je me retrouvais à m'allonger sur le bord de la route tellement je souffrais du dos. Et je repartais au bout de 5 minutes, ça allait un peu mieux, etc. Sauf que, je ne conçois pas la vie sans le cyclisme, sans le vélo. Et donc, il fallait que je trouve quelque chose pour réussir à apprivoiser ou trouver une solution pour que ces douleurs ne reviennent plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si ton corps il sait s'adapter au niveau cardiovasculaire en fonction des contraintes, il doit avoir une, une capacité aussi à se réparer, à se guérir entre guillemets avec si on arrive à, à lui imposer entre guillemets des contraintes ou des choses qui vont lui permettre de mieux se reconstruire derrière. Donc au départ, un peu comme tout le monde, et puis c'était un peu ce que tout le monde véhiculait à l'époque. T'as mal quelque part, il faut t'étirer. Ouais. Étire-toi. Et puis donc voilà, les étirements classiques m'ont très vite montré les limites. En plus, j'étais quelqu'un de d'hypertonique, ce qui est pas une qualité, hein. Euh, et donc c'est très compliqué de s'étirer, étirement passif à l'ancienne quand on est hypertonique comme ça. En fait, il y a rien qui lâche, on voit Non. rien progresser.
Et puis Et, ça énerve, hein. Tu sais, ça et, tape sur le système, hein. Enfin, ouais. je les vois, les personnes dans les cours, celles qui, elles en peuvent plus et tu sens que tu n'es pas, enfin, ça, Et pire en plus, c'est que mes douleurs s'accentuaient. Donc c'était pas la bonne solution. Donc après, je me suis intéressé au yoga, euh, qui m'a déjà fait énormément, énormément de bien. Euh, Par contre, moi, je me suis essentiellement, enfin, j'ai pratiqué essentiellement le yoga Iyengar, qui est une très bonne méthode de yoga ou courant de yoga, je sais pas comment ouais, on dit exactement, euh, mais qui est dans comment je pourrais dire ça, pareil, c'est dans une, strict. dans C'est- une culture un petit peu militaire, Bah oui, très c'est, dans les alignements, etc. Et en fait, cette exigence me convenait pas forcément parce que du coup, je repartais dans mes travers de je force, etc. J'écoute pas forcément mes sensations, j'essaie d'atteindre une posture et pas de ressentir le corps. alors, Et on revient encore à ce qu'on disait avec c'est le parallèle de chaque pratique, quoi, de dire que c'est pas, enfin, tout est bien, mais est-ce que c'est le bon moment, enfin, ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, après une discussion avec Philippe Amar, qui m'a dit à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui te convient pas, ou en tout cas la façon dont tu l'abordes, ça va pas. Et du coup, j'ai commencé à rechercher d'autres choses et j'ai fait une très belle découverte. C'était le Feldenkrais, ouais. où j'ai découvert cette méthode où il y avait beaucoup plus libre, où il n'y avait pas une bonne façon de bouger, une mauvaise façon de bouger, de la lenteur, euh, pas d'immobilisation, c'est-à-dire qu'on était toujours dans un espèce de flow, hein. Ça a très bien fonctionné sur moi, ça m'apportait déjà beaucoup de choses. Et voilà, et toujours dans ces recherches, etc. Je suis tombé une fois sur une vidéo avec des mouvements qui m'ont complètement interpellé. Euh, et c'était le safe floor. Et donc j'ai commencé à m'informer là-dessus, à aller chercher de l'information, etc. Et rapidement, je dirais en moins d'un mois, je me suis dit faut que je me forme. Faut que je me forme parce que je sentais qu'il y avait un vrai potentiel là-dedans, que c'était assez nouveau, même si ça paraît presque intuitif. C'est quand même une approche qui est vraiment révolutionnaire. Et donc la personne qui a mis cette méthode au point, qui s'appelle Alexandre Moons, qui est un ancien danseur classique, qui était premier soliste à l'Opéra de Berlin. En fait, il avait son dos complètement en vrac au bout de un peu plus de 20 ans de danse à haut niveau. Et pour éviter une opération du dos qui restait très aléatoire au niveau des résultats, euh, avec sa connaissance du corps, etc., et ben, il a commencé à chercher ce qui lui faisait du bien. Mm. Quels étaient les mouvements où il sentait que ah ça me fait du bien, etc. Donc c'est 20 ans de développement quand même, hein, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Alors moi j'ai eu la chance d'arriver à un moment où sa méthode est à maturation, même si elle est Allez, en vous, mouvement oui. constant, c'est quelque chose de vivant. Les mouvements se renouvellent régulièrement, etc. Mais voilà, j'ai découvert une méthode qui m'a vraiment interpellé, qui a révolutionné bah déjà ma vie. Donc ça, c'est quand même
important parce que malgré le yoga, etc., j'avais quand même toujours ces petites douleurs moins présentes, mais quand même toujours ces petites douleurs sur le vélo que je n'ai plus, que je n'ai plus du tout. J'ai repris, je suis remonté sur le vélo il y a quelques semaines maintenant et je suis toujours sidéré par le fait qu'il n'y a plus rien. Ouais. Cette pratique, elle m'apporte aussi beaucoup de calme, beaucoup Ouais. de, beaucoup de recul. Alors, je pense que, en tout cas, c'est mon interprétation. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a un corps aussi qui est plus libre dans ses mouvements, qui nous envoie plus de signaux de douleur, etc., et ben, ça libère l'esprit. Et je reste persuadé que tous les gens, toutes les personnes en souffrance, bah, à un moment donné, risquent de l'exprimer d'une façon ou agressive ou dépressive ou des choses comme ça, et que le vrai équilibre, il passe aussi par une forme de liberté du corps. Donc moi, ça a été vraiment révolutionnaire, avec en plus une formation très intéressante et un monsieur qui est complètement extraordinaire par ses connaissances, par sa connaissance du corps, et après, bien sûr, il s'est fait accompagner par différents scientifiques. Euh, Certaines personnes ont parlé de nouveaux courants de pensée. Et donc, sa méthode, elle est essentiellement centrée sur le dos, euh, la restauration de la mobilité du dos avec des mouvements sphériques, mouvements spiralés où on va alterner des petites rotations et contre-rotations de la colonne vertébrale. Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que ça libère le corps entièrement. Pourquoi? Parce que le mouvement, il naît d'une mobilité d'abord proximale avant d'aller sur une mobilité distale. Et Ouais. si, on en a parlé tout à l'heure, tout est interconnecté. Et si les fascias proches de l'axe du corps, qui est le prémisse du mouvement, c'est la base du mouvement, c'est la racine, entre guillemets, du mouvement, et ben si c'est déjà bloqué là, Ouais, ça va pas. comment on va pouvoir bouger le reste? Donc voilà, c'est quelque chose qui est, c'est une méthode vraiment que je conseille à tout le monde, en tout cas au moins d'essayer. Et puis après, derrière, quelle expérience en termes d'enseignement, de voir, euh, de voir tous ces élèves au bout de 10 minutes de pratique plonger complètement là-dedans. J'ai beaucoup de retours de méditation en mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont complètement Exactement ça. déconnecté et voilà. Et après des témoignages très émouvants de personnes qui ne s'en sortaient pas avec 10 ans de kinésithérapie, d'ostéopathie, etc., etc., et qui en 2 séances me disent qu'est-ce qui se passe quoi? D'un coup, Donc moi, j'ai j'ai plus rien. Alors, expérimenté. je Je reste vais, persuadé qu'on a besoin de tout. Il faut pas jeter à la poubelle les kinés, ni les ostéos, ni rien du tout. Mais je pense que quand on se prend en main, qu'on a cette volonté et qu'on arrête de s'appuyer sur d'autres personnes ou sur un traitement médicamenteux, etc. Il faut pas les bannir, hein, bien sûr, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une contribution active de l'individu dans sa guérison pour que ça ouais, fonctionne. ouais. Il y a quelque chose qui m'a. Donc moi, je connaissais déjà Jean-Michel parce que je lui donnais des cours de RPM, du cycling en fait, à Decathlon, à Denos où j'avais. Enfin, ça va faire plus de 10 ans que tu fais ça, et moi je suis là à fond. Et en fait, effectivement, je retrouvais dans ton cours une structure de cours. Enfin, on sortait du cours, bah, et c'est clair qu'on était avec le prof et on partait loin. Et c'est vrai qu'après, on s'est beaucoup croisés avec le yoga. Enfin,
et par tes collaborations avec Decathlon Yoga. Et quand j'ai vu que tu avais parlé de ça et que tu parlais de fascia, parce que j'avais aussi suivi ton parcours avec la douleur, moi, je me suis dit, mais génial, je l'embauche, je le prends avec moi parce que je me suis dit, là, il a trouvé le truc qui va aider, euh, qui a aidé à gérer cette douleur. Et moi, cette notion de fascia me parle énormément. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec les personnes. La lenteur me parle énormément. Le travail du corps au sol dans la lenteur. Et effectivement, il y a Samuel qui parlait du yin yoga. Donc, moi, je le fais beaucoup. Je fais beaucoup de yin yoga, mais en mobilité. C'est la personne qui reste quand elle a trouvé, après avoir, comme tu parlais de cette mobilisation de sa colonne, elle a trouvé la posture où, ah là, je suis bien. Et ben elle reste. Mais c'est pas moi qui vais dire mets ton bolster, ton truc et tout. On se met en posture de la grenouille, on reste 5 minutes. Donc il y a vraiment ça. Et moi j'ai donc essayé là, je me suis dit je vais essayer son cours parce que je me disais mais c'est trop bien. Il a fait ce pont, il a galéré et il trouve un truc. Mais c'est génial. Et donc effectivement le cours au sol, on retrouve les appuis du corps que les gens perdent. On parlait de cette mobilité frontale, on est toujours comme ça. Et là en fait on se retrouve au sol comme un gamin à se rendre compte que tiens, mais en fait, je suis toujours en train de protéger mon épaule. Mais maintenant, il faut que je roule dessus. Mais bon, attends, j'ai roulé comment dessus? Est-ce que je vais le protéger? Enfin, moi, j'ai trouvé que ça interpellait beaucoup. Moi, qui, enfin, avec toutes les personnes que j'accompagne pour la douleur, je suis à fond dedans, et que ce soit la femme enceinte ou même, tu vois, je me suis retrouvée dans plein de postures, dans ce que je fais dans mes cours, intuitivement, sans savoir. Et là, de me dire, mais en fait, c'est le mec, il a fait une méthode, il a analysé les trucs, il a classifié les postures. Tu vois tout ce travail que tu fais souvent quand tu dis on va travailler sur le bassin et que tu commences à faire la spirale qui part du bassin. Mais c'est hyper poétique en plus parce qu'on est dans sa poésie et que toi, en fait, tu montes la posture une fois et que deux fois, la personne se la réapproprie, réapproprie avec son rythme et que la respiration va se poser, se caler et qu'à un moment, en fait, ce bassin qui va se déverser avec toute sa lenteur, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le bon truc pour mes petites femmes, là, mes petites patientes, mes saisons d'endométriose, parce que même si moi je passe le mot, c'est pas pareil quand il y a quelqu'un qui a un parcours aussi, enfin, tu vois, je sais que les filles, souvent, elles sont beaucoup, elles ont tellement mal que elles foncent, elles ne savent pas lâcher, elles luttent, et quand c'est encore une nana qui dit des fois, elle lutte encore, non, Dina, t'as pas raison, après, bon, elle lâche souvent, mais j'ai trouvé ça génial, donc je suis hyper contente que tu sois avec moi pour faire ces accompagnements d'endométriose, enfin, et qu'elles découvrent ça. Elles sont plusieurs à avoir adoré. Et c'est magique. Enfin, moi, je peux que le conseiller parce que, pas parce que voilà, mais parce que c'est des principes auxquels j'adhère, le sol, les appuis, la lenteur, la respiration qui se pose parce qu'on est lent. On a souvent mélangé, beaucoup de gens se disent, je vais respirer, je vais me poser, m'apaiser. Mais non, c'est parce que je vais être lente que ma respiration va facilement se poser et que je vais mieux respirer. Et enfin, c'est magique, quoi. Ah ouais, c'est une pratique qui est très 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 riche. C'est un massage à la fois interne et externe. C'est à la fois ça produit de la tonicité, et ça produit du relâchement. Euh, et après, ce que j'aime aussi par-delà les mouvements et leur efficacité, les bénéfices qu'ils donnent, c'est cette pédagogie Mm. euh, qui peut se rapprocher un peu de la pédagogie du Feldenkrais, même si elle est un petit peu plus directive quand même, un petit peu plus précise que le Feldenkrais, où des fois on ne sait pas trop exactement, on nous demande et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Là, c'est un peu plus clair parce que un peu plus directif, mais d'un autre côté, euh, on laisse la place à chaque morphologie. Ouais. C'est-à-dire C'est qu'il pour n'y a ça, il pas y a Roman, de... tu vois, je sais pas Voilà. si tu as vu, il y a Roman qui disait les mouvements en rotation sont compatibles avec les hernies discales. Pour moi, oui. Enfin, je vais Oui. tester. Parce que Ouais. tu vas à ton rythme. En fait, c'est toi qui vas enclencher ton mouvement. Tu vas regarder ce qu'il fait, il va expliquer là. C'est vraiment ça engage les neurones miroirs énormément. Souvent dans le yoga, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu ce que le prof a fait et on veut arriver au résultat du prof. En fait, là, on est très vite déstabilisé parce qu'en fait, Jean-Michel montre une espèce de choré. Donc, vous êtes obligé de regarder des vidéos des filles qui ont l'endométriose qui sont à la bouche ouverte parce qu'elles se disent, bon, alors, il est en train de, mais il a rajouté ça et ça, mais est-ce que je vais y arriver? Enfin,
Et donc, après, il s'assoit et en fait, il vous regarde faire. Donc, du coup, de ce fait, quand tu as une pathologie comme toi avec tes hernies, comme tu es au sol, en fait, tu vas compenser avec d'autres tissus. Donc, on parlait des fascias. C'est d'autres fascias qui vont se mettre en place. Toi, tu vas prendre conscience de cette compensation. Et donc, tu vas essayer de l'adapter avec ta respiration ou d'autres parties de ton corps. Et c'est là que ça devient magique parce que le mouvement est répété. C'est pas qu'une seule fois qu'on le fait. Donc, enfin, il pourra en parler un peu mieux que moi, Jean-Michel. Et Samia l'a demandé. C'est le self-flow que j'ai mis sur le live. C'est en fait cette approche-là. Ouais. Alors, pour répondre à Romain, alors la première chose que je peux te dire, je vais juste citer l'exemple d'Alexandre Mousse, donc le créateur de cette méthode. Lui, je sais plus combien il a d'hernie discale, hein, c'est un truc de fou. Enfin, c'était un truc de fou parce qu'il y a plusieurs hernies qui ont disparu. Et en fait, il a soigné son mal de dos avec cette méthode. Donc, non seulement elle est compatible, mais elle est même recommandée. Et après, il y a deux choses qui doivent te rassurer dans cette méthode. C'est un, la lenteur, qui te permettra d'avoir le signal du corps très tôt et de pas aller trop loin dans le mouvement, dans la torsion. Euh, la deuxième chose, c'est comme j'ai dit, c'est moi, je vais te guider ou un autre coach SafeFloor et toi, tu vas en faire ce que tu veux de ce mouvement. C'est-à-dire que on va tu vas prendre en compte tes possibilités, ta morphologie, etc. Donc, c'est pas toi qui va t'adapter au safe floor, c'est le safe floor qui va s'adapter à tes possibilités. Donc, oui, moi, je te le recommande. Et de toute façon, euh, à part vraiment des médecins à l'ancienne, on sait maintenant que même une hernie discale, il faut du mouvement parce que sinon, ça va être de pire en pire. C'est Et la clair. plupart du temps, moi, j'ai quelques collègues hein, qui ont ces soucis-là et qui me disent, le pire, c'est de rester assis. Quand tu as une hernie discale, le pire, c'est de rester assis immobile. C'est là que tu galères le plus. Et c'est pas dans le mouvement. Oui, Mia, tu peux pratiquer. C'est ce qu'on vous explique en fait toutes les pratiques. Tu vois, même les exercices de yoga. Souvent, je vous mets vous avez une vidéo de torsion. J'explique vraiment dessus que des fois, il faut aller lentement répéter. Mais en fait, toutes les pratiques qui vont être lentes. Et quand on n'a pas l'estomac plein, par exemple, c'est pour ça que souvent on dit pratiquer 2, 3 heures ou enfin sans avoir mangé, c'est génial parce que du coup, on n'est pas bloqué dans sa respiration parce que l'estomac est plein, les intestins n'ont pas été vidés, tout ça. Et cette lenteur, en fait, va aider les tissus. Et on le sent bien quand on se repositionne, en fait, quand on fait les mouvements. En fait, il y a certains mouvements de cette flow qu'on retrouve dans le yoga si on fait le yoga en intuitif. Ça veut dire on prend la posture, après on fait ce qu'on veut, on va retrouver ça. Et cette lenteur, en fait, il n'y a pas, peu importe si c'est déchiré ou pas, c'est parce que vous allez mettre du mouvement, que vous allez interpeller d'autres tissus, vous parlez de ces glissements, en fait, que la guérison va s'installer. C'est pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas mettre cette partie du corps en repos. Après, moi, il y a la notion, on n'a pas parlé là avec Jean-Michel, mais c'est hyper important. L'alimentation joue énormément dans la régénération des tissus des fibroblastes de ces fascias. Et avant même, parce qu'il y a des compléments alimentaires, on en vend assez, enfin, on trouve plein de choses maintenant pour aller, enfin, il y a un business derrière dessus, forcément. Mais c'est déjà dans le quotidien. C'est ça qui est important avant d'aller chercher toutes ces choses, enfin, une alimentation, voilà, variée. On va aller enlever les éléments acidifiants parce qu'on sait très bien ce que ça produit, le côté inflammation. Et enfin voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, puis regardez l'heure et s'il y a encore des questions, posez vos dernières questions, comme ça on va pouvoir. Enfin, il est ah bah disons ça fait 1 heure, on va pouvoir mettre fin au live. J'avais pas vu l'heure, mais Ouais, donc comme tu l'as dit, alimentation variée, bien sûr. En fait, revenir aux bases entre guillemets, c'est-à-dire que les aliments transformés, c'est pas naturel, c'est soi-disant fait pour nous simplifier la vie. Au final, ça nous la simplifie pas à long terme. C'est juste quelque chose de très court terme.
Tout à l'heure, on a parlé d'hydratation des fascias. Bien sûr que l'hydratation, du coup, boire régulièrement de l'eau de qualité de préférence, ça va contribuer. Les fruits et les légumes, parce que ils apportent de l'eau, mais ils apportent des électrolytes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'eau est chargée en électrolytes, elle va passer plus facilement les membranes et donc beaucoup mieux hydrater le corps qu'une eau que j'appelle moi une eau morte où il y a plus rien dedans. Euh, voilà, c'est comme le mouvement en fait. L'alimentation, le mouvement, ça doit être varié. En fait, on n'est pas fait pour on n'est pas fait pour manger la même chose tout le temps. On n'est pas fait pour bouger de la même façon tout le temps. Et, Je trouve ça et beau. voilà. Le mouvement et l'alimentation, ça doit être varié. Je pense que c'est pas mal pour clôturer ce live. Je trouve que c'est beau. Ouais. C'est une très belle phrase. En tout cas, j'espère que j'avais peur qu'étant lésés, la pratique aggrave leur cas. Non, tu peux pratiquer. Je te conseille de faire des massages tout doux pour qu'on puisse t'aider, surtout de l'ostéopathie viscérale, si tu as été, enfin, je sais que tu as été opéré, parce que c'est ça qui va aider. Et à un moment, en fait, quand les tissus internes, quand vous avez été opéré et que les tissus internes se cicatrisent, c'est assez impressionnant parce que quelqu'un qui est connecté à sa sensation corporelle et à son corps, il va sentir quand la cicatrisation se met en place. En fait, le processus de cicatrisation est parfois un peu plus douloureux que les temps qui suivent parce qu'on vous a opéré, on vous a ouvert, les organes sont à vif, donc il y a une forte décharge là d'éléments, de plaquettes, de tout ça pour aider fort fort. Et quand les organes, la cicatrisation commence vraiment à se mettre en place avec que ça se recolle, là ça peut faire mal. Hein. Et souvent les gens mélangent les deux, ils comprennent pas, mais c'est bizarre, j'avais pas mal, et on retrouve ça dans les douleurs neuropathiques. Donc c'est important de comprendre que ce phénomène de cicatrisation des fascias, il va être responsable d'espèces de douleurs, mais qui vont être a posteriori de la douleur vive qu'on a pu avoir parce qu'on s'est lésé. Et on voit bien ça chez les petits. Souvent, quand ils sont blessés, les 2, 3 premiers jours, ils vont pas trop râler. Et après, ils vont vous saouler, ça gratte, ça tire, j'en peux plus. Et nous, en fait, on a perdu ça adulte. Donc, il y a beaucoup de gens après une opération qui, dans les ils veulent plus, ils ont peur parce que voilà. Ça, c'est vraiment important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient posé la question. Je te Au laisse ni- dire le mot de la fin, Jean-Michel. ouais. Comme ça, on Juste va un laisser. petit truc, au niveau des organes, je m'y connais un petit peu moins. Par contre, ce qui est sûr maintenant dans les phénomènes de cicatrisation, par exemple après une déchirure musculaire, etc., on sait maintenant que on n'immobilise plus. Parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, les fascias vont réagir en fonction des contraintes et surtout des directions des contraintes qu'on va leur donner. Et si tu les sollicites pas, euh, si tu leur imposes pas des contraintes mécaniques, ce qui se passe, c'est il y a cette production de collagène, cette surproduction de collagène, et en plus qui est anarchique. Ça crée des espèces de nœuds fibreux qui ne coulissent plus, qui n'ont plus d'élasticité. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ce nœud fibreux, au niveau de ton muscle, ça va être très solide. Par contre, ça repète de chaque côté, à chaque fois. Moi, j'avais un gros souci de déchirure musculaire au mollet et soigné à l'ancienne, entre guillemets, immobilisé pendant 15 jours. Et ben depuis, je m'en sors plus. Et là, je suis en train d'essayer tout doucement avec des massages, etc., d'essayer d'aller casser ces adhérences parce que j'ai ce nœud fibreux et à chaque fois, ça repète soit au-dessus, soit en dessous. Je pense que pour les organes, c'est la même chose. À un moment donné, le mouvement va permettre aussi de réorganiser les choses de la bonne façon pour que derrière, il puisse y avoir à nouveau du mouvement et que ton tissu se cicatrise de façon à ce qu'il reste aussi élastique. S'il se cicatrise sans mouvement, tu perds de l'élasticité et ça va se répercuter, ça va mettre des contraintes supérieures autour. C'est pour ça que les massages complets du corps après une opération sont assez intéressants parce que du coup, on redonne une autre information à l'ensemble du corps. Hein, parce que cette proprioception, cette nociception, elle est vraiment complète avec les fascias. Elle n'est pas que située à l'endroit où on a été opéré. Donc voilà.
Bon, merci beaucoup à tous d'avoir été là. C'était hyper, enfin, je suis touchée que vous soyez restés là comme ça. On va laisser le live en replay et comme je vous disais, n'hésitez absolument pas à aller commenter, à dire ce que ça vous a appris, à apporter pour que d'autres personnes soient interpellées par vos mots, parce qu'on est des petites étoiles. Je dis toujours, on est des étoiles sur le ciel. On étoile, on ramène de la lumière à chaque personne autour de nous. Donc, n'hésitez absolument pas à mettre un petit mot et merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était De passionnant. rien. Et voilà, on se retrouve à la prochaine session d'endométriose. Donc, il y aura toi, il y aura Bruno, un médecin, il y aura aussi Lilian qui va parler des états de conscience modifiés. Et puis, on sera toujours avec Fabien en fond sonore. Voilà, donc je t'envoie plein de bisous, bisous à Victorine parce que je sais qu'elle était, je l'ai vue, elle écoutait, elle regardait. Donc voilà. Ah, j'ai même pas vu passer. Bah, Ouais. merci à toi. Merci à toi pour tout ça. Et puis, bah, continue à bouger, hein, simplement. Yes, on va continuer à faire ça. Merci beaucoup tout le monde. Je Bonne vais soirée. prendre une petite photo de. Alors, tu avais des petits messages. Alors, je sais pas, Pierre, merci à vous deux. Encore une fois, très riche ce live. Merci beaucoup. Merci. La lenteur en conscience. Donc, endokarma, merci pour cet échange très intéressant. Je pense que tu arrives à les lire, hein. Ouais, Je vois pas tout. d'accord. Bah, ils sont là. Je prendrai quelques photos, je t'enverrai. Cool. Voilà. Bon, à très bientôt tout le monde. On se voit Merci à bientôt vous pour d'autres lives. et bonne Gros soirée. bisous. Merci Céline. Bisous tout le monde.